Bonjour, nous allons aujourd'hui évoquer la réhabilitation psychosociale et les conduites addictives. Il s'agira de savoir comment aider nos patients souffrant de conduites addictives à retrouver au sein de leur environnement une capacité d'autonomie, de qualité de vie qui puisse les amener à mettre une distance vis-à-vis du produit, être autonome et pouvoir s'insérer dans la société. Pour commencer, nous allons vous présenter les caractéristiques du trouble addictif et ce qu'il peut avoir de particulier, notamment du point de vue de la réhabilitation psychosociale. Les conduites addictives peuvent être regardées de deux façons, soit d'une façon dimensionnelle avec une approche progressive selon le spectre de sévérité de la conduite addictive, allant d'une part d'un usage simple ou à risque vers progressivement un usage plus nocif, voire une dépendance, avec un regard d'un autre côté qui sera un regard plus catégoriel, où en fonction de différents symptômes dont souffre le patient, on pourra caractériser la pathologie addictive. Ces différents symptômes ont été regroupés au sein du trouble de l'usage de substances dans le DSM-5. Ils sont un certain nombre de critères, 11 critères qui caractérisent la pathologie addictive et qui caractérisent sa sévérité en fonction du nombre de critères recrutés. Ces critères ont à voir d'une part avec l'aliénation ou l'envahissement de l'individu par le produit, sa préoccupation au produit, le temps qu'il passe à prendre le produit, à se remettre de ses effets, à le rechercher, et une dimension plus qui aura à voir avec les aspects physiques de l'addiction, à savoir la tolérance au produit ou le sevrage au produit qui produit un inconfort, voire des réactions physiologiques importantes qui peuvent être parfois mortelles et qui évidemment nécessitent des prises en charge spécialisées. Ces aspects-là, à la fois dimensionnels, score de gravité de la pathologie addictive ou plus catégoriels, différents types de symptômes recrutés, ont à voir avec l'altération fonctionnelle du patient, sa difficulté à pouvoir réaliser autre chose que de consommer la substance. Et la consommation de la substance aura des effets toxiques, évidemment immédiats, altérant les capacités relationnelles, les capacités socio-professionnelles, les capacités d'apprentissage dans l'immédiat, mais également au long cours, de par la toxicité des substances qui auront une répercussion sur les capacités cognitives, émotionnelles, d'adaptation sociale de l'individu. Les altérations dans les addictions sont multiples et évidemment, elles ont à voir aussi avec le type de produit consommé par le patient. Ces altérations, elles touchent les systèmes cognitifs. L'alcool altère les processus de mémoire, par exemple. Les systèmes émotionnels, la labilité émotionnelle est très fréquente chez nos patients. Ou les systèmes motivationnels, on a souvent, évidemment, avec des patients souffrant de pathologie addictive, des difficultés à les aider à se servir de leur motivation pour entrer dans le soin, pour mettre à distance le produit, afin de retrouver une autonomie dans leur vie au quotidien. Les limites de la capacité du sujet à gérer sa maladie sont importantes et il a souvent des difficultés avec son environnement et sa relation aux autres de par ses consommations de substances psychoactives. Évidemment, la consommation de substances et la pathologie addictive vont directement influencer les stratégies thérapeutiques qui vont être mises en place et qui devront permettre d'éloigner le sujet du produit, mais également de regagner des capacités cognitives, motivationnelles et émotionnelles, garantes d'une stabilité et d'une adaptation sociale optimale. Évidemment, les troubles seront variables, je l'ai dit, selon les substances et on pourra retrouver ici, en fonction par exemple de l'alcool qui, on va dire, coche toutes les cases en termes d'altération à la fois cognitive, émotionnelle ou socio-environnementale pour les patients souffrant de pathologie addictive. Un autre point qui doit être évoqué, c'est les pathologies comorbides et notamment les pathologies psychiatriques qui sont souvent associées aux pathologies addictives et évidemment qui viennent encore plus altérer le pronostic de réhabilitation du patient lorsqu'une pathologie addictive, et c'est souvent le cas de par notamment la complexité de la pathologie addictive, de par la difficulté qu'on a à les prendre en charge, souvent les pathologies psychiatriques associées sont fréquentes et souvent dans ce cas-là, évidemment, la réhabilitation
est encore plus difficile à mettre en œuvre. Les objectifs de la réhabilitation psychosociale en addictologie sont ceux de la réhabilitation psychosociale d'une façon générale, en tenant compte évidemment de l'aspect produit et de l'impact et de l'action qu'on peut avoir sur le produit. Il faut donc réduire l'impact des troubles cognitifs, émotionnels et motivationnels pour favoriser le rétablissement du patient. Comment va-t-on faire? Eh bien, quels objectifs va-t-on de façon sous-jacente se fixer? Eh bien, on va essayer de mettre en place un maintien de l'abstinence qui sera un complément indispensable à la réhabilitation psychosociale. Ce maintien de l'abstinence n'est pas tout le temps évident à obtenir. Parfois, on passe par une réduction de consommation qui peut permettre également de réduire les altérations cognitives. Mais il est clair que l'abstinence, notamment, on a évoqué pour l'alcool, peut être une façon évidemment optimale d'obtenir un regain cognitif, émotionnel et motivationnel. On va également se fixer comme objectif d'améliorer à travers l'abstinence l'adhésion du patient à des stratégies thérapeutiques, à la fois psychothérapeutiques et médicamenteuses. Un certain nombre de thérapeutiques utilisées en addictologie sont des thérapeutiques basées sur la prévention de la rechute, et ces thérapeutiques sont d'autant plus efficaces qu'elles sont réalisées dans un contexte d'abstinence et dans un contexte également de remédiation cognitive qui ont pu permettre l'implémentation et l'acquisition par le patient de nouvelles stratégies psychothérapiques qui vont réduire évidemment le handicap et améliorer l'autonomie du patient. Également, la réhabilitation psychosociale en addictologie permettra une réinsertion sociale du patient et c'est finalement l'objectif que l'on se fixe in fine, une capacité à réinsérer le patient dans un logement. Parfois nos patients sont issus de la rue et donc il y a tout un travail d'accompagnement au relogement de nos patients. Essayer également d'accompagner à une reprise d'emploi. Souvent, les consommations de substances ont été à l'origine d'une perte d'emploi et donc retrouver un emploi passe par une mise à distance du produit, une réhabilitation, une remédiation et un regain de capacité cognitive, motivationnelle et émotionnelle. Et puis enfin, essayer d'aider le patient à s'insérer dans son milieu familial et affectif. Évidemment, on doit aussi commencer par cela. Il y a des obstacles au rétablissement. Les obstacles sont évidemment la poursuite de la consommation de substances psychoactives qui va gréver la capacité qu'aura le patient à acquérir les nouveaux outils, qui va gréver évidemment les capacités qu'aura le patient à retrouver des fonctions cognitives, émotionnelles de bonne qualité. Et ces obstacles sont d'autant plus fréquents que souvent nos patients souffrent de conduites polyaddictives, c'est-à-dire à la fois qui associent des addictions à différents types de substances, alcool, cannabis, opiacés et cocaïne par exemple, et qui sont évidemment autant de difficultés sur le parcours pour nos patients. Parfois, nos patients ont également des troubles de la reconnaissance ou de l'identification de leurs troubles, et donc des capacités à reconnaître leurs difficultés vis-à-vis à la fois du produit, bien évidemment, mais des répercussions cognitives liées à la prise chronique du produit. Ils ont des difficultés dans le quotidien qui ont été directement liées évidemment à la prise de produit, mais ces difficultés du quotidien sont assez souvent des facteurs de maintien de la consommation pour nos patients. Le fait de se retrouver sans emploi à la rue est plutôt un facteur favorisant la poursuite de la consommation qu'un facteur favorisant évidemment son arrêt. Parfois, des difficultés relationnelles qui tiennent à la fois à des pathologies mentales sous-jacentes, à des traits de personnalité, des dimensions de personnalité qui peuvent être à l'origine également de difficultés à maintenir des relations sociales ou socio-environnementales stables. C'est particulièrement fréquent évidemment chez nos patients souffrant de consommation ou de pathologies liées aux substances psychoactives et en particulier chez des patients qui, en plus de ces consommations, souffrent d'une pathologie mentale associée. Les outils de la réhabilitation, ils seront très larges. Ils ont à voir avec les outils utilisés aussi dans le champ de la psychiatrie, que ce soit des outils à la fois de remédiation pure, de remédiation cognitive, des outils de psychothérapie,
thérapies cognitivo-comportementales de prévention de la rechute, des outils d'éducation thérapeutique. Bien connaître la maladie et comprendre la maladie est un enjeu essentiel pour mettre à distance le produit et viser à une bonne réinsertion, un bon rétablissement et une bonne réhabilitation. Et puis un certain nombre d'autres outils pourront être proposés aux patients. Et je propose que le docteur Julien Cabé puisse nous faire l'inventaire des stratégies qui pourront être utilisées avec les différents outils que nous avons à disposition dans la réhabilitation, dans le champ des addictions. Merci Georges. Alors maintenant, on va effectivement s'intéresser aux stratégies qu'on peut mettre en place et un petit peu surtout au plan d'action qu'on peut développer chez ces patients qui effectivement présentent des troubles addictifs et chez qui on veut induire une prise en charge de type réhabilitation psychosociale. Alors, première question, c'est déjà pourquoi est-ce qu'on dépiste ces patients? Après tout, on pourrait se contenter de faire les mêmes approches pour tous nos patients sans se poser de questions. Ce qui a été montré, c'est que les troubles cognitifs, alors on parle de troubles neurocognitifs ou de cognition sociale, sont des troubles fréquents, effectivement, mais pas forcément systématiques et parfois qui sont présents de manière un peu subtile. Vous voyez dans l'étude qui est présentée sur le diaporama que 20% des patients, à peu près 1 pour 5, ne présentent pas de déficit, donc finalement ne bénéficieraient pas forcément de certains aspects de la réhabilitation, par exemple la remédiation cognitive. Les autres, en revanche, on voit c'est la majorité, ont un, voire plusieurs troubles cognitifs qui vont être intriqués les uns les autres, et ça va complexifier la prise en charge, donc il faut pouvoir le repérer de manière fine. Alors, on a vu, l'important dans tout ça, ça va être vraiment de visualiser tout ça sous la forme d'un parcours de soins qu'il va falloir aménager, puisque les patients vont être plus en difficulté que les autres. Pourquoi on le fait? Parce qu'il y a un impact important de ces altérations à la fois sur les soins proposés et puis sur la capacité d'adhésion aux soins de ces patients. Et donc, on va pouvoir proposer plusieurs étapes. La première étape, une des plus importantes aussi, ça va être le contrôle du sevrage. On va le revoir. Ensuite, il faudra bien sûr évaluer les troubles cognitifs, puis il faudra protéger le patient en lui proposant d'adapter son cadre de vie pour le sécuriser. On verra aussi qu'on peut aider à favoriser la récupération spontanée sur le plan cognitif chez ces patients. Et puis, dernier élément, un petit peu le vif du sujet aussi, tout ce qui peut être proposé en termes de remédiation cognitive avec 3 axes principaux. Le contrôle du sevrage, ça va être fait à visée de neuroprotection. Tout simplement puisque quand le patient se sevre d'un produit, son cerveau va réagir en fonction et souvent va le vivre de manière péjorative avec des atteintes qui peuvent être neurotoxiques. Le fait de contrôler ce sevrage, ça va aussi favoriser l'adhésion aux soins du patient, puisqu'entre un sevrage qui se passe très mal et un sevrage qui se passe de manière confortable, le patient va être plus favorable à la poursuite des soins si c'est fait de manière confortable. Et on va aussi du coup pouvoir réduire le risque de rechute, puisqu'un sevrage qui se passe mal, le patient va être favoriser la rechute pour pouvoir supprimer ces signes de sevrage. On présente ici l'exemple de l'alcool, exemple assez classique, où on va utiliser des benzodiazépines pour protéger le cerveau et limiter les risques à ce niveau-là. Et puis on va aussi mettre en place une vitaminothérapie B1 pour prévenir par exemple l'encéphalopathe de Guéret-Wernicke. Pour les opiacés, il existe aussi les traitements de substitution aux opiacés qu'on va pouvoir proposer pour justement faire disparaître rapidement ces symptômes de sevrage, diminuer l'envie de reconsommer et éviter la rechute. Deuxième étape, l'évaluation des troubles cognitifs. Alors, il y a une possibilité déjà pour tout un chacun de faire une évaluation par le biais d'outils de dépistage. Bien sûr, dans l'idéal, il faudra proposer une évaluation neuropsychologique qui sera plus complète, plus exhaustive et qui pourra permettre d'être plus fine après dans l'analyse. Premier outil qu'on peut proposer en addictologie, c'est la Bernie, un outil développé par l'équipe de Caen, qui a été développé pour l'alcool particulièrement, qui va couvrir un certain nombre de troubles cognitifs de manière assez intéressante, la mémoire épisodique, les fonctions exécutives, qui va pour certains du coup ne pas les explorer, et donc elle peut être utilisée à la fois pour l'alcool mais aussi pour d'autres substances, pour les cognitions qu'elle explore. Deuxième outil, peut-être un petit peu plus connu, la MoCA. Voilà, un outil qui est non spécifique à l'addictologie, mais qu'on peut tout à fait utiliser, qui permet pour le coup un dépistage très rapide, mais pas forcément exhaustif là non plus. Dans tous les cas, ce sont des patients qui sont souvent en difficulté, et donc on va proposer vraiment un cadre rassurant. On prend le temps de faire les choses, on leur explique, on s'adapte à leur rythme, et surtout on valorise tout ce qui peut être fait et réussi au sein de ces tests. Troisième étape, la protection du patient. L'idée, c'est vraiment de mettre en place des stratégies pour aménager le cadre de vie des patients et leur permettre d'éviter le risque de rechute. On sait qu'une personne en hospitalisation n'aura pas de difficulté à se sevrer.
mais dès qu'elle retournera dans son environnement, elle pourra rechuter car elle ne sera pas protégée de différents éléments perturbateurs. Donc on va pouvoir mettre en place des techniques qu'on appelle de remédiation cognitive compensatoire, on reverra ce que c'est. Ça peut être par exemple le fait d'avoir une liste de courses très précise qui empêche d'aller se balader dans le rayon de l'alcool par exemple et d'en prendre dans le caddie alors que ce n'était pas prévu. On va pouvoir mettre en place aussi des mesures de protection et d'aide sociale, tout ce qui va pouvoir permettre à la personne d'être protégée d'achat de produits ou de la précarité. Des aides à domicile, on peut aussi réfléchir à la mise en place d'un lieu de vie institutionnel si à la maison tout seul ça ne fonctionne plus. Et puis enfin, où que soient les personnes, que ce soit en institution médicale ou sociale, on va pouvoir travailler à personnaliser leur fonctionnement au quotidien pour s'adapter au mieux à leurs difficultés. On va pouvoir aussi favoriser la récupération spontanée. Ce qui a été montré notamment pour l'alcool, c'est qu'à distance de l'abstinence à l'alcool, on va avoir une récupération qui va pouvoir s'opérer. L'équipe d'Annelise Pitel a par exemple montré qu'à 6 mois d'abstinence, il n'y avait pas du tout eu de rechute. Les patients avaient récupéré au niveau de leur fonction cognitive. A l'inverse, pour les rechuteurs, il y avait une aggravation même de ces troubles, ce qui montre bien tout l'intérêt à tout moment, mais notamment au démarrage, d'assurer un bon maintien de l'abstinence. Et puis on va pouvoir aussi prendre en charge tout ce qu'il y a autour et qui va favoriser justement cette récupération, notamment les troubles du sommeil. On sait que ça peut beaucoup impacter les troubles cognitifs, donc favoriser un bon sommeil va permettre d'améliorer aussi le fonctionnement cognitif. On va travailler aussi sur les médicaments psychotropes, s'il y en a, pouvoir peut-être les alléger, voire les enlever. De même pour le tabac, pour les comorbidités psychiatriques, l'anxiété et la dépression par exemple. Tout ce qui va être aussi aspect nutritionnel, réguler des carences par exemple. Et puis enfin, veiller au bon fonctionnement métabolique, notamment du foie, puisqu'on sait que là aussi on peut avoir des atteintes qui vont être générées au niveau des neurocognitions. En addictologie, le professeur Brousse en a parlé, on a beaucoup d'outils qui sont proposés, des outils qui sont en général très efficaces, mais encore faut-il être en capacité de les utiliser correctement. Et on a vu que chez ces patients qui présentent notamment des troubles cognitifs, il va y avoir peut-être plus de difficultés à ça, notamment pour ce qui va concerner l'intervention brève, l'entretien motivationnel ou les techniques de psychoéducation de prévention de la rechute. Je vous ai listé ici quelques exemples. Le déficit de l'attention, par exemple. Il va falloir, du coup, dans nos stratégies, pouvoir mieux expliciter les éléments, éviter la surcharge d'informations, faire des phrases simples, faire des phrases courtes que le patient peut saisir avant d'être distrait peut-être par autre chose. En ce qui concerne l'inhibition, on va les aider à développer des stratégies d'évitement des situations à risque, par exemple. Donc faire ses courses dans un endroit qui n'a pas de rayon alcool ou ce genre de choses. En ce qui concerne la flexibilité, le défaut de flexibilité, on va pouvoir les aider, leur suggérer des alternatives, puisqu'ils sont eux-mêmes en difficulté pour le faire, et on va pouvoir leur proposer comme ça d'éviter les situations à risque, mettre en place des plans d'urgence pour éviter justement ces situations à risque de rechute. Pour la planification, on va pouvoir les aider à anticiper toutes ces alternatives, découper en étapes si c'est difficile de bien tout faire de manière séquentielle pour que tout soit programmé. Et puis enfin, sur la prise de décision, on va s'entraîner à pouvoir parfois différer les décisions. Vous avez envie de boire, vous essayez de vous donner 1 heure, ça vous laisse le temps de mettre en place les stratégies nécessaires. Sur le plan médicamenteux, bien sûr, on en a déjà parlé, il va falloir faire attention. Certaines molécules, vous le savez sûrement, ont un impact sur les fonctions cognitives et il va falloir donc y travailler. On va donc faire attention en particulier aux benzodiazépines, aux traitements hypnotiques et à certains psychotropes au long cours. C'est à retravailler avec le médecin du patient par exemple. Il va falloir aussi bien encadrer le sevrage, il faut qu'il soit le plus confortable possible. On peut le surveiller avec des scores, je vous ai mis le Cushman par exemple pour l'alcool. Et on va mettre en place des traitements spécifiques pour réduire tout ce qui va être problématique au niveau du sevrage. Donc on en a parlé, les benzodiazépines pour l'alcool, les traitements de substitution pour les opiacés. Et puis enfin, il faut aussi se reposer, le professeur Brousse l'a dit et il insistera aussi à la fin de ce diaporama, sur le travail en réseau. En addictologie et dans la réhabilitation encore plus, on travaille en équipe et même hors de l'équipe, en faisant marcher toutes les personnes qui pourront apporter quelque chose à la prise en charge. Ça peut être ici des consultations mémoire ou des neuropsychologues en addictologie. En ce qui concerne la remédiation cognitive, qui est un aspect important de la réhabilitation puisqu'il permet en fait d'accéder tout simplement à la totalité des outils quand on a de gros troubles cognitifs initialement, il va y avoir plusieurs objectifs. Bien sûr, l'amélioration des capacités cognitives, ça on est d'accord, c'est le principe de base. Tout ça, ça va servir au final à améliorer la qualité de vie du patient et son autonomie. Ça va augmenter par le fait d'une réussite
sur les exercices le sentiment d'efficacité personnelle, qui nous servira aussi en addictologie dans le maintien de l'abstinence. Et ça va aussi favoriser, améliorer l'insertion sociale professionnelle et surtout favoriser du coup l'étayage addictologique. En termes de méthodologie, on va faire très simple puisque ce n'est pas spécifique à l'addictologie, c'est assez générique. On réalise d'abord un bilan intégratif très complet qui va servir de ligne de base et qui va surtout orienter notre prise en charge puisqu'on ciblera spécifiquement les troubles qui sont les plus importants chez le patient. On va bien sûr regarder les répercussions fonctionnelles des troubles, ce qui est très souvent le cas en addictologie et c'est souvent ce qui finit par gêner le plus les patients. Ce n'est pas tant la consommation que tout l'impact fonctionnel que ça a dans leur vie. On va le proposer bien sûr à des patients qui seront le plus stabilisés possible sur le plan addictologique, aussi sur le plan médical pour éviter la iatrogénie par exemple de traitements intercurrents, et puis stabiliser aussi si possible sur le plan comportemental et psychiatrique s'il y a un trouble sous-jacent. Les stratégies, elles peuvent être individuelles, groupales, cela dépend des programmes qui sont proposés, et la fréquence et la régularité des séances va là aussi dépendre de ce que vous choisirez de mettre en place. L'idée principale de tout ça, c'est aussi de généraliser les tâches, on va le revoir. Toute tâche qui est travaillée, toute fonction qui est travaillée en remédiation doit pouvoir être utilisée et utilisable dans la vie courante du patient. Donc travailler sur la mémoire, c'est très bien. Ça doit pouvoir permettre au patient ensuite d'aller faire ses courses en se rappelant de ce qu'il a acheté et de ne pas se retrouver perdu avec seul en tête l'envie d'acheter de l'alcool en oubliant qu'il avait tout le reste à prendre. Les stratégies, de manière très générique là aussi, il y a 3 objectifs distincts mais qui sont tout à fait complémentaires en remédiation cognitive. Premier principe de restauration, on va tout simplement essayer de réparer entre guillemets la fonction cognitive pour revenir à un fonctionnement normal. Deuxième aspect, l'aspect de renforcement. Si une fonction est trop altérée et qu'on n'arrive pas à la corriger, on va essayer de renforcer les autres autour pour compenser ce déficit. Quelqu'un qui a des problèmes d'attention importants, on va essayer de favoriser sa mémoire pour qu'il puisse mémoriser malgré tout le maximum d'informations. Et puis, troisième élément, sur les pathologies les plus lourdes, on va essayer tout simplement d'aménager l'environnement avec la mise en place d'orthèses cognitives. Donc, ça peut être de la simple liste de choses à faire à des applications sur mobile beaucoup plus développées. L'idée, c'est qu'on va utiliser des programmes qui sont habituellement utilisés en psychiatrie et surtout, on va faire preuve de bon sens. Il faut que ce soit logique, il faut que ce soit pratique et que ce soit généralisable à la vie du patient. En pratique, on ne pouvait pas aujourd'hui vous présenter l'ensemble des outils, mais je vous ai mis quelques exemples. On peut utiliser donc des programmes de remédiation issus de la psychiatrie. Vous avez ici 2 exemples particuliers, souvent des tâches qui sont à la fois ordinateur, papier, crayon, avec ensuite la mise en place de tâches à domicile. Et puis si vous n'avez pas ça à votre disposition, on peut tout simplement utiliser des objets de la vie de tous les jours, des jeux de société ou d'autres supports, par exemple le Jungle Speed, par exemple le Sudoku, le Memory. L'idée, c'est de travailler la fonction et d'ensuite trouver comment la généraliser dans la vie de la personne. Vous l'aurez compris, merci Julien, les messages clés concernant les stratégies de réhabilitation en addictologie portent sur une prise en charge intégrée et multimodale. Un certain nombre d'acteurs vont intervenir auprès du patient afin de l'aider à prendre conscience de ses difficultés, à se servir de ses leviers motivationnels, mettre à distance le produit, regagner du point de vue des aspects cognitifs et émotionnels et pouvoir progressivement mettre en place une réhabilitation à la fois dans sa relation, à la fois dans son environnement et à la fois au niveau de son travail. Réhabilitation passant par des modalités relationnelles et socio-environnementales qui exigent évidemment un accompagnement ambulatoire fort et le fait de pouvoir s'articuler avec des acteurs de cet accompagnement ambulatoire, ces acteurs du secteur médico-social qui sont essentiels au processus de réhabilitation, vont nous permettre de l'accès au logement, nous permettre d'aider le patient à s'insérer via des reconnaissances de travailleurs handicapés dans des dispositifs spécialisés. Très souvent, ces dispositifs sont interfacés avec des dispositifs de la psychiatrie et la difficulté concernant les pathologies addictives, et chez ces patients qui ont souvent des pathologies interfacées, c'est que la pathologie addictive, bien entendu, limite l'accès à la réhabilitation, que ce soit dans l'accès au logement ou l'accès dans des centres d'aide par le travail. Évidemment, l'idéal serait l'acceptation sans condition de ces patients. Pour le logement, c'est souvent le cas dans des dispositifs de type un chez soi d'abord ou
associées à la pathologie psychiatrique, des pathologies addictives sont présentes et où la réhabilitation se fait avec la possibilité d'accepter des patients qui malgré tout ont des pathologies addictives qui ne sont pas tout le temps stabilisées. Mais c'est un enjeu essentiel de pouvoir les accompagner dans ce grand village de réhabilitation où la pathologie addictive doit être prise en charge, accompagnée, ce qui est un enjeu important dans la réautonomisation de nos patients. Je vous remercie.